C'est vrai que cette pression, de se dire: «Mais on est un poids», oui, moi je le vis aussi, ce sentiment d'être un poids et en même temps, ce poids, je le ressens parce que je le vis au quotidien, ce sentiment de coûter cher pour la société, de peser sur mes proches et ça encore, c'est hyper important de ne pas se culpabiliser lorsque l'on vit cette souffrance. De se dire: «Tiens, je suis, dépendant, je me sens, inutile», mais de dire: «Malgré tout, la vie, elle est belle». Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, merci de nous suivre. Avant de commencer cet entretien, je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important pour nous et c'est un très bon moyen de nous soutenir, alors surtout, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis Bouffard. Bonjour Louis. Bonjour. Est-ce que pour les abonnés et pour le public qui t'écoute, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je m'appelle Louis Bouffard, j'ai 25 ans, j'ai fait des études de droit à la Sorbonne et aujourd'hui je suis à la fois, conférencier et écrivain. Parce que j'ai écrit, 2 livres. D'abord un roman historique qui se passe pendant la guerre de 14 qui s'appelle Une lueur dans les tranchées. Puis, en 2024, j'ai publié un deuxième livre qui cette fois-ci est différent. C'est un livre témoignage qui s'intitule Un cœur joyeux. Et donc tu racontes ton histoire personnelle dans ce livre, puisque tu es atteint de la myopathie de Duchenne. Oui, j'ai tout à fait comme vous le voyez, je me déplace pas tout à fait comme vous, parce que je suis atteint de cette maladie qui s'appelle la myopathie de Duchenne. C'est une maladie, génétique dégénérative, et évolutive qui touche l'intégralité des muscles et donc en fait, au cours du temps, je perds progressivement mon autonomie. Typiquement, j'ai perdu, l'usage de mes jambes à l'âge de 10 ans et depuis l'âge de 10 ans, je me déplace en fauteuil roulant électrique et puis, par exemple, à 13 ans, j'ai perdu l'usage de mes bras, ce qui m'empêche de me nourrir tout seul. D'accord. Tu disais que tu avais fait des études de droit. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Qui t'accompagne? Quelle est ta vie en quelques mots? En fait, mon quotidien, c'est déjà de dépendre de l'aide des autres pour tous les actes de la vie quotidienne, comme, se lever, se laver, s'habiller ou manger. Tous ces petits gestes du quotidien que je ne peux pas faire seul et du coup, j'ai des auxiliaires de vie qui viennent, le matin, le soir et en journée pour m'accompagner, pour m'aider dans toutes ces tâches. Et en fait, j'ai voulu dissocier. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect un peu technique, c'est-à-dire ces aides dont j'ai besoin pour les gestes du quotidien et puis il y a aussi, toute la partie pour m'accompagner. Donc j'ai la chance d'être bien entouré par les membres de ma famille. J'ai, plusieurs de mes grandes tantes qui sont à la retraite et qui viennent me consacrer quelques heures de leur temps pour pouvoir, m'accompagner et être avec moi au quotidien. Et tu es, j'imagine, aussi accompagné par le corps médical. Est-ce que tu bénéficies tous les jours ou régulièrement de soins? Alors au niveau médical, c'était plus des auxiliaires de vie D'accord. et puis aussi des séances de kinésithérapie que j'ai pendant 3 fois par semaine. Voilà et puis je suis suivi aussi, à l'hôpital, à peu près, 2 fois par an, à l'hôpital, de la Pitié-Salpêtrière et aussi, l'hôpital de Garches. Et ces soins dont tu parles avec ces auxiliaires de vie plusieurs fois par semaine, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? C'est pour calmer un petit peu tes douleurs? C'est pour entretenir tes En muscles? fait, non, c'est vraiment pour m'aider dans mon quotidien, D'accord. pour m'aider pour tout ce que je ne peux pas faire tout seul. D'accord. On est ravis de te recevoir sur VA+, et on a tenu à t'inviter suite à une tribune que tu as signée dans la Croix, c'était ce lundi, une tribune qui va nous aider pour cet échange. Je vais commencer par te citer. Tu dis dans cette tribune: «Même sans avoir l'usage de mes jambes et de mes bras, même si je dois utiliser une assistance respiratoire la nuit, que je suis sujet aux bronchites hivernales et que j'ai dépend des autres, je veux dire que ma vie est belle». Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de le rappeler? Parce que ma vie fragile, elle est belle. Parce qu'elle est belle, parce que je suis soutenu. Je suis, aidé, je suis aimé. Aimé par, ma famille. Ma famille a une place très importante. Moi, je suis l'aîné d'une fratrie, où on est 7 enfants. J'ai un frère et 5 sœurs et donc la famille pour moi, c'est vraiment l'élément central. Cette famille qui me soutient, qui m'épaule, qui a toujours été présent. Je me souviens qu'on m'a raconté au moment du diagnostic de ma maladie quand j'avais 2 ans et demi,
mes parents ont été vraiment soutenus par ma famille. Et en fait, mes parents aussi, tout au long de mon enfance, a toujours été à mes côtés pour voilà, dans cette relation d'amour qui est vraiment sécurisant, qui m'a permis vraiment de m'épanouir malgré l'évolution inexorable de ma maladie. Et moi, j'ai vraiment eu la chance de vivre la vie de n'importe quel petit garçon. Le petit garçon qui va à l'école, qui part en vacances chez ses grands-parents. Voilà, en fait, c'est vraiment vivre au rythme de la vie familiale. Et même si inévitablement je marchais moins vite, je tombais, puis après je ne marchais plus, eh bien, la famille m'a vraiment gardé de d'un mot terrible qui est un mal terrible, qui serait celui de la solitude. Et voilà, et pour moi, ma vie est heureuse malgré mon corps qui me lâche petit à petit. Elle est heureuse aussi parce que je peux compter sur la présence de mes amis. Et les amis, c'est tellement important. Avec mes amis, mes meilleurs amis, j'ai pu tout traverser. Et pour moi, c'est tellement important d'être en lien. En fait, c'est vraiment le lien aux autres, le lien à l'autre, qui me permet de dire que ma vie, elle est belle. Et est-ce que c'était important pour toi de t'exprimer dans le contexte actuel? À l'heure où on se parle, il y a des textes de loi qui sont examinés à l'Assemblée nationale sur la question de l'euthanasie et sur la question des soins palliatifs. Est-ce que c'est des raisons pour lesquelles tu as décidé de prendre la parole? Si j'ai décidé de prendre la parole, c'est vraiment pour dire que c'est parce que la vie est fragile, que la vie est que la vie peut être difficile parfois, que je n'ai qu'on n'a pas envie de vivre. Moi, ce qui m'a le plus choqué avec ce débat, c'est l'idée que on pourrait perdre sa dignité, qu'en étant malade, qu'en étant, en fin de vie, qu'en étant, lourdement atteint, eh bien, on pourrait perdre sa dignité. Et en fait, moi, ça me crée une profonde angoisse. Je me dis avec ma maladie, avec mon handicap qui évolue, est-ce qu'un jour, aux yeux de la société, je ne serai plus digne de vivre? Et moi, j'essaye de rappeler que la dignité, elle est inaliénable. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle dit que on est digne intrinsèquement. C'est la dignité intrinsèque. On est digne parce qu'on est humain. Et ça, en fait, quelle que soit la dégradation de son état de santé. Et est-ce que dans ce débat qui a lieu, est-ce que les personnes qui, comme toi, souffrent d'un handicap ne sont pas suffisamment écoutées? Et en fait, je pense que faut vraiment qu'on écoute ceux qui vivent cette fragilité. Et moi, j'ai beaucoup dans mon entourage des personnes qui vivent avec le handicap, qui vivent avec une maladie évolutive, qui n'osent pas prendre la parole parce que le débat est tellement clivant, est tellement difficile. Et moi, voilà, c'est cette voix de la vie malgré la fragilité. Et en fait, aujourd'hui, on nous présente les choses de manière un peu binaire, soit souffrir, soit mourir. Mais en fait, avec les soins palliatifs, on défend une troisième voie, une voie d'espoir, une voie vraiment humaine, où on prend soin, où on accompagne, où on soulage les souffrances. Et aujourd'hui, depuis 30 ans quand même, la médecine a fait de gros progrès. La médecine palliative, vraiment, est là pour soulager les souffrances, pour les apaiser. Et en fait, c'est vraiment l'idée que les soignants qui travaillent en soins palliatifs font cette promesse du non-abandon, d'être là, d'être présent et de faire tout ce qui est possible pour apaiser les souffrances et pour accompagner la vie jusqu'à l'extrémité. Et moi, avec ça, j'ai un témoignage aussi personnel, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai perdu ma maman, qui est morte des suites d'une chute de cheval. C'était en mai 2021. Et en fait, elle a passé une semaine dans le coma avant son décès. Et en fait, même à l'extrémité de la vie, même plongée dans le coma, il y a encore de la vie. Et la vie, elle peut se vivre de manière extrêmement simple, par un simple geste. Je me souviens que c'était la veille de sa mort. Nous étions tous, mon père, mes frères et sœurs et moi, à son chevet. Et il y a eu ce geste de mon frère qui m'a aidé à poser ma main sur celle de maman. Et par ce simple contact, j'ai pu lui dire tout l'amour que j'avais pour elle. Et en fait, c'est vraiment avec ça découvrir que la vie, elle est faite de petits riens,
que la vie, elle est simple, que la vie, au fond, moi, je l'ai appris avec ce que je vis, c'est qu'elle est faite pour aimer et être aimé, pour donner et recevoir, pour se donner, et c'est vraiment ça, on peut le vivre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il y a encore de la vie. Et sur la question des soins palliatifs, tu es forcément entouré de personnes qui sont membres du corps médical. Ceux qui donnent ces soins sont majoritairement contre la loi sur l'euthanasie, le personnel qui se charge des soins palliatifs. Qu'est-ce que ça t'évoque? En fait, oui, ils sont contre parce que ça vient à l'encontre de leur vocation, de la mission qu'ils ont, de tout faire pour accompagner, soulager, pour soigner, et non pas pour provoquer la mort. Ils sont vraiment là pour accompagner la personne jusqu'au bout de sa vie, mais non pas pour provoquer quoi que ce soit, pour provoquer la mort. Et ça, c'est vraiment, ça vient même à l'encontre du serment, le serment d'Hippocrate, que chaque médecin prête au moment où il fait sa thèse. Donc ça, c'est hyper important. Et ça vient, et c'est pour ça que c'est en cela que le projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, qu'on masque derrière le mot de aide à mourir, vient à l'encontre de ce serment, de cette promesse qui est faite. Et c'est en cela que c'est une rupture de civilisation. C'est que pour moi, et c'est là le danger, c'est que quand on décide de lever l'interdit de tuer, c'est ça dont il s'agit. Eh bien, ça vient briser la société. On passe d'une société humaniste, vraiment humaine, à une société utilitariste, où en fait, on est digne de vivre tant qu'on est utile, et le jour où on est trop coûteux, où on est trop dépendant, où finalement, aux yeux de la société, on ne peut rien faire, eh bien, il serait bien on nous montre par cette loi une porte de sortie. Bien sûr, on nous parle de quelques cas exceptionnels, mais il ne faut pas oublier que la loi a une portée générale. Elle envoie un message à tous ceux qui vivent la fragilité, à tous ceux qui sont handicapés, qu'on le veuille ou non, mais ça envoie un message ça sera une pression silencieuse mais bien réelle pour tous ceux qui vivent la fragilité à se poser la question: est-ce que je mérite encore de vivre? Il faut pas oublier qu'il y a la pression parce que autour, moi je le vois bien avec ce que je vis, il y a tout un entourage, ça concerne énormément de personnes qui viennent m'apporter leur aide, qui viennent donner de leur temps. C'est vrai que ça coûte cher, mais la vie a-t-elle un prix? Je ne crois pas. Toujours dans cette tribune de la Croix que tu as écrite, tu dis qu'il faut développer donc l'accès aux soins palliatifs, puisqu'il y a encore certains départements de France dans lesquels il n'y a pas de service pour accompagner des personnes en situation de handicap. De fin de vie. De fin de vie, pardon. Oui. mélange. Cette crise-là, cette crise de l'hôpital, tu l'observes depuis longtemps. Comment est-ce qu'elle te semble aussi grave? Alors moi, l'accès aux soins palliatifs ou aux soins, c'est vrai avec ce que je vis, je ne suis pas un soin palliatif, hein, parce que je ne peux pas mourir demain, mais en tout cas, l'idée que l'accès aux soins d'une manière générale en France se dégrade de jour en jour. Et ça, je le vois bien, par exemple, lorsque je vais à l'hôpital dans le service dans lequel je suis suivi au niveau pneumologique, eh bien, les bâtiments sont vétustes. Et les ascenseurs sont souvent en panne. Et je me dis, quand on voit ça, on se dit, mais c'est aussi notre responsabilité collective de mettre tous les moyens pour pouvoir permettre à chacun d'avoir accès aux soins. Et c'est vrai que en fin de vie, ce qui est encore scandaleux, c'est qu'il manque encore beaucoup d'unités de soins palliatifs. Tu te rends compte qu'il y a encore, je sais plus, je crois que c'est 17 ou 19 départements qui sont pas dotés de ces unités. Et je me dis, on a la technique, on sait soulager la souffrance, l'apaiser considérablement, et il faut les développer. On a la technique, mais il faut la développer. Et ça, c'est une technique qui a vraiment été développée depuis les années 80-90. Et ça, c'est vraiment très important de le faire. Qu'il y ait vraiment un accès pour tous ceux qui sont en fin de vie, qui en ont besoin de ces soins palliatifs, puissent en bénéficier. Voilà, moi, je crois que on ne répond pas
à un désir de mort par la mort. On répond à ce désir qui en fait est un cri de vie, est un cri de détresse en disant aidez-moi, aidez-moi à vivre, aidez-moi en me soulageant, en me considérant, en m'accompagnant, en m'aimant, en prenant en charge ma souffrance. Souffrance physique, la douleur, mais aussi la souffrance psychologique, morale, spirituelle aussi. Et ça, c'est vraiment important qu'on mette tout en place pour pouvoir accompagner la vie jusqu'au bout. Et à tous ceux qui aujourd'hui, par exemple, vivent avec une maladie qui devient insupportable et réclament l'accès à l'euthanasie, qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je leur dis que la demande qu'ils formulent, faut l'entendre, mais on ne répond pas à un désir de mort par la mort. On répond à ce désir en l'entourant, par le lien avec les autres, par le soulagement de la souffrance. C'est pas tant le fait qu'ils aient vraiment envie de mourir, c'est qu'ils veulent que leur souffrance cesse. Et moi, je leur dis, on peut répondre. On peut répondre à ce besoin en mettant tout en place pour soulager les souffrances. Un des arguments contre ce projet de loi, c'est d'expliquer que l'offre de l'euthanasie pourrait créer de la demande, une forme de dérive avec cette pratique. Et c'est par exemple au Québec où l'euthanasie représente 7,3% des décès. Est-ce que ça fait partie des choses qui t'inquiètent et tu t'inquiètes de voir ça apparaître en France? En fait, on nous promet un cadre strict, un cadre qui est des garde-fous, et on voit que dès qu'on en trouve la porte, eh bien, plus rien, aucun garde-fou ne restera en place. Ils sauteront les uns après les autres. Et l'exemple de la Belgique et du Canada est vraiment très parlant. Aujourd'hui, au Canada, on peut faire une demande d'euthanasie de suite assistée quand on vit le handicap. Et là, justement, au Canada, il y a ce procès qui est en cours où un monsieur qui était lourdement handicapé n'a pas pu obtenir le matelas dont il avait besoin pour pouvoir dormir correctement, pour pouvoir avoir une souffrance qui diminue. Et en fait, il a été plus rapide de demander à mourir que d'avoir ce matelas. C'est un scandale absolu. Et c'est là où on voit que, aussi, dans ces dérives, c'est souvent les personnes les plus isolées, les plus seules, qui se sentent un poids. Moi, j'ai cette chance d'être entouré par ma famille, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et pour cela, eh bien, c'est vraiment notre responsabilité d'être solidaire, d'aller les visiter, d'aller à leur rencontre, de ne pas les laisser seuls. Et là, pour le coup, si on veut vraiment une société pleinement humaine, faut se préoccuper du sort de toutes ces personnes. Et sur le texte de loi qui est en cours d'examen, sur celui de l'euthanasie, puisqu'il y a deux textes, celui qui concerne l'euthanasie, le gouvernement promet un cadre strict, en l'occurrence, sur l'application et les personnes qui pourraient en bénéficier. Le terme n'est pas exact, mais c'est comme ça que je l'emploierais. Est-ce que tu restes sceptique malgré tout à la façon dont c'est accessible? En fait, je reste très sceptique parce que les termes employés sont extrêmement flous. On parle par exemple, de phase avancée ou terminale. Moi, avec l'évolution de ma maladie, je considère, et il y a des médecins qui sont d'accord avec moi, pour dire que je suis un stade avancé de ma pathologie. Par exemple, on parle aussi de phase de pronostic, pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Et par exemple, la Haute Autorité de Santé a rappelé que il était impossible de dire combien de temps représentait le moyen terme. Donc en fait, on utilise des termes extrêmement flous qui rend éligible énormément de personnes, énormément de pathologies différentes qui sont des pathologies graves, incurables. Et ça, c'est quand même assez... On nous présente ça comme un cadre strict,
Mais c'est un cadre strict qui est déjà extrêmement flou. Ce qui fait peur aussi parce que on le sait bien que les dérives, elles arriveront, que l'élargissement des critères sera demandé demain pour, par exemple, dans 5 ou 10 ans, on proposera ça pour les mineurs, pour les personnes, pour, pour d'autres pathologies. Et petit à petit, c'est vraiment un accroissement des personnes éligibles. Et en fait, dès qu'on lève le principe qui est l'interdit de tuer, dès qu'on lève l'interdit de tuer, eh bien, on peut pas mettre de barrière, en fait. Parce qu'il y en a qui vont penser que pour une question d'égalité, vous comprenez, faut que tout le monde y ait accès. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment ne pas, faut rester ferme sur le principe. Dans une société démocratique, on ne provoque pas la mort. Est-ce que tu es optimiste sur cette question? Je regardais hier des prises de parole de position outre-Manche, en Angleterre. Et il y a des personnes qui vivent le handicap, qui se lèvent contre ce projet de loi, qui viennent de la droite comme de la gauche. Et oui, je crois que peu à peu, quand on explique les choses, parce qu'en fait, les gens connaissent très mal le sujet. Quand on leur explique l'enjeu derrière, eh bien, des voix se lèvent. Moi, je crois beaucoup que, typiquement, les lois depuis 1999, que ce soit la loi Leonetti de 2005 et Claes-Leonetti de 2016, elles sont mal connues. Ces lois, elles ont permis de mettre un cadre français qui est le choix exigeant mais vraiment humain de faire cette ligne de crête entre ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie ou suicide assisté. C'est une ligne de crête, c'est-à-dire que c'est un équilibre qui est vraiment une frontière qui est vraiment ténue, pardon. Et on parle beaucoup de la sédation profonde et continue. Et la différence majeure entre la sédation profonde et continue jusqu'au décès et l'euthanasie, c'est vraiment cette différence dans l'intention. Dans le cas de la sédation profonde et continue, l'intention du médecin, c'est de soulager la souffrance, alors que dans l'euthanasie, c'est de provoquer la mort. Et je pense que en éthique, c'est hyper important, l'intention d'un acte. Et c'est en ça, quand on l'explique aux gens, aujourd'hui, on ne laisse pas les gens souffrir atrocement. Pour les plus âgés, ils ont toujours ces images d'agonie d'il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, la médecine a fait énormément de progrès. Et c'est en cela que je dis que l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est une régression. Le véritable progrès, c'est les soins palliatifs. Et pourquoi, d'après toi, est-ce que les gens sont mal informés sur cette question? Parce qu'on reste sur une vision binaire, soit entre le choix de soit souffrir atrocement, soit mourir. On reste sur une vision binaire Il n'y et a pas on de oublie cette nuance. troisième voie que représente le prendre soin, que représente les soins palliatifs, que représente l'accès aux soins, l'accès à la médecine antidouleur. Bien sûr, cet accès, il faut le développer, il faut le rendre universel, mais encore une fois, on sait faire, on a la technique, développons-la. Je vais revenir sur un sujet dont tu parlais tout à l'heure. Je vais citer un philosophe qui s'est entretenu pour Valeurs Actuelles il y a quelques semaines. Il s'appelle Jacques Ricot. Sur l'euthanasie, il disait: au-delà d'un droit, elle deviendra un jour un devoir pour ceux qui se sentent un fardeau pour leurs proches comme pour la société. T'en parlais tout à l'heure. À quel point est-ce que certaines personnes peuvent déjà se sentir un fardeau? Est-ce que toi, t'en connais dans ton entourage? Est-ce que c'est quelque chose que tu entends beaucoup? C'est vrai que cette pression de se dire mais on est un poids, oui, moi je le vis aussi, ce sentiment d'être un poids. Et en même temps, ce poids, je le ressens parce que je le vis au quotidien, ce sentiment de coûter cher pour la société, de peser sur mes proches. Et ça encore, c'est hyper important de ne pas se culpabiliser lorsque l'on vit cette souffrance, de se dire: «Tiens, je suis, dépendant, je me sens, inutile», mais de dire: «Malgré tout, la vie, elle est belle»
Et en fait, moi je parlais il y a quelque temps de la notion de venir en aide aux membres de la famille qui m'aident, c'est venir en aide aux aidants. Et je pense que c'est vraiment cette vision d'ensemble qu'il faut avoir, parce que quand quelqu'un vit le handicap, la fragilité, la vieillesse, ça concerne aussi tout l'entourage. Et cet entourage, il a besoin d'être soutenu aussi, pour justement rassurer celui qui vit la maladie, qui vit la vieillesse, en disant non, t'es pas un poids, parce que nous aussi on est soutenus. Et en fait, c'est créer cette chaîne, cette chaîne de solidarité. Je pense qu'on est tous les maillons d'une chaîne de solidarité. Moi, je le vis bien avec mon père qui m'aide beaucoup, mes petites sœurs qui m'aident simplement en m'apportant un simple verre d'eau, en étant là, et puis aussi mes grandes tantes qui viennent me visiter. Et je pense que la réponse profonde à ce débat, c'est vraiment de nous enrichir du lien avec les autres, du lien avec les soignants qui sont là pour soulager, pour accompagner. Et la société s'en portera beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a un modèle de société dans le monde qui, sur cette question, tout à l'heure tu parlais des anglo-saxons, pardon. Est-ce qu'il y a un modèle qui te paraît adapté, juste, équilibré et qui garantit la vie? Un modèle juste et équilibré. Je ne sais pas Non. répondre à ta question, mais Pour l'instant, la France? oui, pour l'instant. Pour l'instant, la France. On pourrait rester là-dessus. J'ai une dernière question avant de conclure. Enfin, cette question va conclure notre entretien. Tu as 25 ans, tu as déjà écrit 2 livres, donc tu le disais tout à l'heure, un premier roman et une autobiographie. Quels sont tes prochains projets? Eh bien, après avoir écrit 2 livres, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc, je vais continuer. Et aujourd'hui, ce qui me motive, c'est aussi d'aller dans les écoles, les collèges et lycées pour partager ce que je vis, pour parler du handicap, pour parler de la vulnérabilité, de la fragilité. Et au fond, on est tous fragiles. Et donc, c'est apporter cela voilà, à tous les jeunes, parce que à cet âge-là, on a besoin d'avoir des modèles, d'avoir aussi des personnes qui vivent la fragilité pour pas avoir peur de sa propre fragilité. Et aussi changer le regard sur le handicap, sur la fragilité, sur la dépendance aux autres, Bah, c'est un beau programme. Merci beaucoup, Louis. avec joie.